Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire HLA numéro 11 que nous consacrons aujourd'hui à la séquence éviter, réduire, compenser, comment appréhender la séquence ERC. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir avec nous deux intervenants qui sont des praticiens de la biodiversité. Nous recevons donc monsieur Henri-Pierre Roche qui est ingénieur écologue, qui est CEO chez Biodive Wind SAS, lauréate du label PASS French Tech 2019 et qui, par ailleurs, a été anciennement responsable environnement chez EDF-EN et ancien directeur de la LPO Aude et Hérault. Nous recevons également avec nous monsieur Julien Viglione, qui est gérant du bureau d'études et d'expertise Ecomed, écologie et médiation, également vice-président de l'Union professionnelle du génie écologique et président du GT régional PACA du génie écologique. Je suis moi-même donc Roxane Sage-Eloli, avocate au sein du cabinet Hugo Lepage, avocat depuis 2012 et j'interviens plus particulièrement en droit de l'urbanisme et de l'aménagement et droit de l'environnement, bien entendu en contentieux, comme un conseil. Donc, nous nous intéressons aujourd'hui à la séquence ERC dont on entend actuellement beaucoup parler, notamment depuis une dernière étude du Muséum d'histoire naturelle qui a été publiée pendant le confinement ces dernières semaines, à savoir comment appréhender un petit peu cette séquence ERC. Alors, un petit retour historique tout d'abord, la séquence ERC est apparue un petit peu en filigrane dès la loi de 76. Je suis là, Roxane. Bonjour, Madame Lepage. Voilà, bonjour. Je suis arrivée à me connecter. Bon, on était en cours de présentation du webinaire. Ravi que vous ayez pu nous rejoindre. Voilà. Ben, juste un petit mot pour vous dire que d'abord, je vous prie d'excuser le retard, mais je suis dans le sud de la France et il y a de très gros orages et donc on a des gros problèmes de connexion. Mais je ne voulais pas louper ce webinaire qui est donc le 11e que nous organisons parce qu'il va être absolument passionnant et je passe sans plus tarder la parole à Roxane Sage-Eloli qui suit avec un talent fou toutes ces affaires d'urbanisme au cabinet. On essaye. La séquence ERC, alors on va dire qu'elle a un petit peu pris finalement toute son ampleur et son caractère un petit peu plus efficient, en tout cas en droit, depuis la loi biodiversité de 2016 qui est venue donner un petit peu un cadre à cette séquence et notamment aux mesures de compensation. Ce qu'il faut surtout retenir en premier lieu, c'est le caractère progressif de la séquence ERC, à savoir qu'elle se décline selon donc ces trois items qu'il faut vraiment appréhender dans l'ordre. En premier lieu, éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle peut fournir. En deuxième lieu, réduire la portée de ces atteintes à la biodiversité afin que ne subsistent que des impacts résiduels. Et en dernier lieu seulement, compenser les atteintes qui n'auront pu être ni évitées ni réduites en tenant compte évidemment des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques qui sont affectés. Il est inscrit dans le Code de l'environnement que les mesures compensatoires ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'évitement ou de réduction. Il est donc impératif de bien appréhender les deux premiers items de cette séquence, ce que malheureusement en pratique, on ne voit qu'assez rarement. C'est quelque chose qui avait déjà été finalement pointé par la commission d'enquête sénatoriale qui avait été menée par M. Dantec dès 2017. Et le constat est malheureusement un petit peu toujours le même aujourd'hui. On le lit également dans la dernière étude du Muséum d'histoire naturelle, à savoir qu'on a une justification insuffisante finalement des mesures d'évitement et de réduction au profit de la compensation qui prime un petit peu sur les deux premiers items. Pour autant, on a un contrôle juridictionnel qui se renforce. Alors évidemment, on a des décisions qui sont un petit peu fluctuantes encore, mais si on regarde la tendance sur les 10, voire même 5 dernières années, on voit que le contrôle se renforce beaucoup et qu'on est passé d'une appréciation, à savoir une simple esquisse des principales solutions de substitution, à un véritable contrôle de la description de ces solutions de substitution et un contrôle qui se renforce.
sachant que le maître mot, le mot-clé finalement qui va dominer toute cette première séquence évitement, c'est la recherche du moindre impact environnemental. Recherche du moindre impact environnemental et séquence d'évitement qu'on va appréhender selon 3 caractéristiques, on va dire. En premier lieu, évidemment, l'opportunité du projet. Est-ce que ce projet en soi est véritablement opportun, peut-être même au profit d'un autre? Le choix géographique d'implantation, évidemment, toujours avec cette idée de recherche du moindre impact environnemental dans la recherche du site d'implantation et les caractéristiques techniques également qui peuvent participer d'une justification de mesures d'évitement. Par exemple, des panneaux photovoltaïques verticaux, comme on peut le voir se développer beaucoup en ce moment à titre expérimental, pour éviter d'ores et déjà les impacts à l'environnement. Donc, le juge prête quand même une attention toute particulière à cette séquence et en ce compris dès le stade de la DUP, c'est-à-dire des fois même en dehors de procédures qui nécessitent une étude d'impact, notamment via l'application du principe de prévention. Donc, une séquence sur laquelle il faut véritablement prêter une attention particulière, c'est évidemment la première chose que nous, avocats, et que le juge ensuite va regarder. Et cette séquence va se traduire très concrètement, tout simplement, dans les études préliminaires. C'est-à-dire que c'est même pas finalement le concessionnaire qui va être tellement intéressé à justifier cette séquence, c'est d'ores et déjà le concédant qui doit en justifier. Et ça va se traduire dans la caractérisation de l'état initial du site qui est évidemment fondamental. J'en arrive à la définition de la compensation qui, quant à elle, se décline donc de 2 manières. Il faut d'une part déterminer les mesures qui vont être propres à contrebalancer un petit peu les effets du projet, du plan ou du programme, et évidemment l'identification des zones favorables à la réalisation de ces mesures de compensation. Sachant qu'il faut insister sur le fait que c'est la dernière étape du processus qui est là afin de contrebalancer les impacts justement dits résiduels du projet, c'est-à-dire après application des mesures de réduction. Cette compensation, elle poursuit 3 objectifs qui sont en premier lieu une absence de perte nette de biodiversité. Absence de perte nette qui doit être appréciée de façon restrictive et à laquelle on adjoint un objectif complémentaire, et ça c'est la loi biodiversité, qui est un objectif de gain de biodiversité. Donc ça c'est le premier principe. Deuxième principe, deuxième objectif, un principe d'équivalence écologique. C'est-à-dire que les gains qui sont liés aux actions de compensation doivent contrebalancer effectivement, de manière effective, les pertes engendrées par le projet, en tenant compte encore une fois des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques qui sont affectées. En troisième lieu, troisième objectif, c'est l'additionnalité des mesures compensatoires, à savoir que la compensation doit présenter une réelle plus-value par rapport à des actions qui de toute façon auraient été menées sur les milieux concernés. C'est-à-dire que si vous allez compenser sur des espaces naturels qui sont d'ores et déjà concernés par des mesures de protection de type Natura 2000, avec d'ores et déjà des mesures de gestion qui sont programmées, évidemment, ces mesures de gestion ne doivent pas être prises en compte. Vous devez apporter une réelle plus-value dans la concrétisation de votre obligation de compensation. Cette compensation doit également se mener selon un principe de proximité, c'est-à-dire qu'on parle de compensation in situ, en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci, sachant qu'il faut compenser de manière effective l'atteinte portée à une fonction écologique. Donc, par exemple, si on parle de compensation loi sur l'eau, sur le même bassin versant. Et nous avons, aux côtés de ce principe de proximité, une exigence de pérennité également, évidemment, des mesures compensatoires qui doivent être effectives durant toute la durée des atteintes qui sont portées à la biodiversité. Ce qui inclut très concrètement qu'on apporte des garanties suffisantes au stade de la délivrance de l'autorisation, voire même des garanties financières si le dossier s'y prête, et qu'on
justifie également être en capacité d'assurer un réel suivi de ces mesures compensatoires. Tout ça se traduit très concrètement pour le maître d'ouvrage en termes d'obligation de résultat, c'est-à-dire une obligation assez lourde qui le rend responsable finalement de l'atteinte de ces différents objectifs inscrits dans la loi, quand bien même il n'aurait pas commis de faute dans la réalisation de ces obligations. Et là encore, nous avons finalement un contrôle du juge qui, malgré tout, se durcit, puisqu'on est passé d'un contrôle qui était particulièrement restreint à un contrôle du caractère satisfaisant de la compensation. C'est le terme consacré, avec encore une fois des jurisprudences qui sont évidemment assez fluctuantes, mais que l'on voit malgré tout se renforcer au fil des années dans le sens d'un contrôle de plus en plus poussé du caractère effectif et suffisant des mesures de compensation qui sont proposées dans les projets, avec de nombreux exemples sur lesquels je ne vais pas nécessairement revenir maintenant, faute de temps. Et le juge sanctionne, par exemple, systématiquement et de plus en plus le renvoi à des mesures de compensation ultérieures. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que les mesures de compensation soient justifiées et présentées dès le stade du dossier. On ne renvoie pas à des mesures de compensation ultérieures, même si on sait qu'il existe encore aujourd'hui en jurisprudence des possibilités de régularisation sur la présentation de ces mesures compensatoires. Alors, pour conclure rapidement, finalement, sur la présentation de cette séquence ERC, on voit donc que le dispositif juridique qui existe est finalement bien cadré depuis la loi de 2016. Les outils donc existent et pourraient apparaître suffisants en droit, pas forcément besoin d'y ajouter. Le problème, c'est l'application. C'est l'application et les limites du contrôle, parce qu'on voit en pratique que finalement, on a une séquence de compensation qui, malgré tout, traduit un échec du projet, parce que la compensation ne doit pouvoir exister que si les impacts n'ont pas pu être évités ou réduits, donc c'est presque un aveu d'échec, mais une séquence compensation qui prime concrètement sur les deux premiers items. Donc déjà un premier problème, et puis cette séquence de compensation, on voit bien qu'en pratique, elle n'a pas encore acquis le caractère d'effectivité qui était un petit peu dans l'idée du législateur. Et ça, c'est ce qu'on peut lire beaucoup en ce moment, alors d'ores et déjà dans le rendu de la commission d'enquête sénatoriale en 2017, mais aussi et surtout dans cette dernière étude du Muséum d'histoire naturelle qui nous explique quand même que sur les 25 gros projets, alors surtout des projets d'infrastructure, de transport de type autoroute, ligne ferroviaire, mais on voit quand même que finalement, on ne compense sur des sites qui sont réellement dégradés ou d'agriculture intensive que 20%, à savoir que 80% des mesures compensatoires portent sur des espaces qui sont déjà naturels ou semi-naturels. Donc, avec un caractère effectif de la compensation qui est pour le coup assez contestable, avec en plus des compensations qui vont être favorisées sur de petits sites, mais pas forcément sur un grand site, ce qui serait nécessaire pour garantir un petit peu le caractère effectif et assurer la fonctionnalité aussi de la surface de compensation, avec des fois des compensations pour une seule ou plusieurs espèces ciblées, mais qui ne vont pas non plus tenir compte de l'état de conservation du site et des mesures qui vont peut-être même porter atteinte du coup à d'autres espèces qui sont sur le site de compensation. On voit également malheureusement beaucoup sur cette séquence compensation que les dossiers sont très insuffisants et très insuffisamment justifiés quant à l'état initial des sites de compensation. C'est-à-dire que dans le cadre d'une étude d'impact, vous devez avoir un état initial évidemment du site de projet, mais s'il y a lieu à compensation, il faut faire le même travail sur le site de compensation. Et ça, c'est quelque chose que le muséum déplore de ne pas voir malheureusement dans les dossiers. Et c'est vrai que c'est un constat assez récurrent qui est fait sur cette séquence de compensation. Donc voilà un petit peu l'état du droit, l'état du contrôle et ses limites en l'état actuel des choses.
sachant que je pense que le contrôle, de toute façon, c'est une séquence qui est finalement assez récente, va continuer à évoluer avec peut-être un changement d'approche. Et je vais laisser la parole maintenant à nos deux interlocuteurs qui sont encore une fois des praticiens de la biodiversité qui vont vous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça se passe, notamment au stade réduction et compensation. Monsieur Roche, vous avez la parole. Alors, on ne vous entend pas. Il faudrait allumer votre micro. Vous devriez m'entendre maintenant. Merci beaucoup Roxane et merci pour cette introduction. Donc effectivement, je vais aborder moi avec vous la partie, le deuxième étage de la fusée qui est la réduction, qui intervient réglementairement après les démarches d'évitement. La réduction, en fait, la réduction d'un impact, d'un projet, d'un aménagement, d'un équipement sur la biodiversité, on va clairement être dans le technique et dans la recherche de solutions techniques. Donc, ça va être un équipement supplémentaire dans le cadre d'un aménagement. Ça va être aussi l'adaptation des modes de réalisation du projet ou de sa gestion. Il n'y a pas de règle générale. Ça va être vraiment réellement une approche au cas par cas en fonction des projets, en fonction des espèces, en fonction des impacts identifiés. Donc, la meilleure façon peut-être d'aborder le sujet, c'est peut-être des exemples un peu pratiques sur lesquels moi j'ai pu travailler, notamment dans le cadre des énergies renouvelables. On pourra évoquer d'autres modes, d'autres types d'aménagement aussi. Mais globalement, par exemple, alors on va parler des ENR, je ne vais pas parler pour l'instant tout de suite du photovoltaïque et de l'éolien, mais un exemple très simple de réduction concernant les barrages, ça va être les passes à poissons. Vous construisez un équipement, un barrage qui va barrer et empêcher le déplacement de poissons. Une mesure de réduction très classique, c'est la passe à poissons. Vous évoquiez les infrastructures linéaires comme les autoroutes par exemple. Là encore, ce qu'on appelle les passages de faune, hein, les écoducs, alors que ce soit au-dessus de l'autoroute ou en dessous pour les batraciens. Mais là encore, on va recréer, on va ajouter un équipement initialement prévu pour permettre justement de reconnecter les populations qui sont déconnectées suite à la réalisation de l'infrastructure. Pour l'éolien aussi, alors là on va être dans l'ajout aussi de solutions techniques. Ça peut être par exemple des dispositifs de détection qui anticipent l'arrivée d'oiseaux et qui vont arrêter les éoliennes le temps que les oiseaux puissent traverser une zone de danger qui pourrait être représentée par le rotor et ensuite redémarrer la machine. Je ne vais pas évoquer le nucléaire parce qu'en fait, il n'y a pas de réduction dans le nucléaire. Hein. Les radiations, ça ne se réduit pas. Voilà, ça c'est fait. Alors pour revenir aussi toujours sur des aménagements, alors des exemples très pratiques sur des champs PV au sol sur lesquels j'ai pu travailler, champs photovoltaïques au sol. Alors ce qui est intéressant avec ces équipements, c'est des équipements qui sont réversibles, contrairement aux autoroutes par exemple. Ils ont un défaut quand même, c'est que ça peut être des emprises et des surfaces qui sont relativement conséquentes et qui vont être clôturées. On a là un vrai sujet en termes de connectivité écologique, c'est-à-dire que sur parfois plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines d'hectares, on va empêcher la circulation d'animaux et entre différents îlots forestiers, etc. Donc, une mesure de réduction qui peut être très simple. D'abord, ça va être de fractionner le projet de façon à laisser des couloirs de déplacement, notamment pour les grands mammifères. Et puis, tout ce qui va être petite faune, ça va être de créer des passages dans les clôtures, ça va être de surélever ponctuellement les clôtures, etc. Donc là, on est encore, on illustre qu'on est bien dans une évolution. On ne remet pas en question le projet, mais on apporte une adaptation, on apporte un aménagement ou un équipement qui va permettre de répondre à un certain nombre d'obligations qui va permettre aux espèces de continuer à accomplir leur cycle biologique. D'autres exemples que je voulais évoquer aussi qui me paraissaient intéressants. Alors, gros sujet, c'est aussi l'adaptation des périodes de travaux. Donc là, alors, on est un peu à cheval entre l'évitement et la réduction. On verra que parfois les frontières, elles ne sont pas complètement figées entre ces deux notions et ces deux approches. Mais la période de travaux, on sait par exemple, c'est très fréquent maintenant dans un certain nombre de projets, on déclenche des travaux qu'en période automnale ou hivernale, c'est-à-dire en période
plus faible sensibilité, fragilité, vulnérabilité des espèces. Si vous faites des travaux au printemps, vous avez des oiseaux qui ont déjà leur nid, les bulles passent dessus, c'est un peu la catastrophe. Si vous les faites en hiver, tous les oiseaux sont autonomes. Quand les bulles arrivent, pardon, mais un aménagement, c'est aussi des engins, hein, les oiseaux peuvent fuir. Alors, ça, c'est des raisonnements qui sont parfois un peu contradictoires parce que si vous faites des travaux en hiver, à contrario, c'est les périodes de dormance, notamment des batraciens et des reptiles, c'est les périodes où ils ne vont pas pouvoir fuir et vous allez avoir une destruction. Alors, si vous aviez fait les travaux en période estivale, par exemple, là, ces animaux étaient en phase d'éveil et auraient pu fuir les engins ou vous auriez pu mettre en place des solutions de capture et de translocation. Translocation, c'est aussi un élément important des mesures de réduction. Et là, il y a plein d'exemples sur plein de sujets différents. Un des exemples les plus anciens que je connaisse, je crois que c'était le pic prune. Le pic prune, c'est un gros coléoptère forestier qui est relativement rare en Europe de l'Ouest et qui est très lié aux vieux arbres sénescents et notamment aux châtaigniers. Le pic prune, c'est un petit coléoptère qui a arrêté la construction de l'autoroute Tours-Le Mans pendant une dizaine d'années, je crois, au début des années 90. Ça a été un gros sujet environnemental à l'époque. Une solution qui a été trouvée de réduction, parce qu'il était difficile de changer les rayons de courbure et le tracé de l'autoroute, mais une des solutions qui a été trouvée, c'est de prélever les arbres qui étaient sénescents ou qui étaient déjà morts, qui accueillaient les pics prunes et de les déplacer de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, de façon à ce que les coléoptères puissent retrouver leur milieu de vie. Si vous prenez cette autoroute, c'est des choses que vous voyez encore, parce que les chandelles, vous les voyez encore sur les bermes de l'autoroute, c'est les chandelles de châtaignier. Donc c'est assez intéressant, parce que concrètement, on voit ce qui s'est passé. Et là, pour le coup, on peut suivre la bonne application de la mesure. Termes de translocation, quelque chose qui se fait aussi beaucoup dans les carrières notamment, ça va être carrément les translocations de sol, en tout cas de l'horizon superficiel du sol. Vous savez, dans les carrières mettent à nu, notamment dans les carrières calcaires, vont mettre à nu la roche-mère, et vous avez du coup des colonisations de plantes pionnières qui sont rares en règle générale et qui vont là trouver un site d'installation tout à fait propice. Le problème, c'est que le carrier, pendant 10-20 ans, il ne va pas s'occuper de ces quelques centaines de mètres qu'il a décapés, et puis un jour, il va vouloir aller taper dedans, et là, il va détruire toute la pelouse qui s'est développée avec des plantes qui sont rares. Il y avait tout le cortège aussi entomologique, notamment, qui peut y être associé. Donc, une action qui se fait très régulièrement dans les carrières, c'est la translocation. Donc, on va étréper le sol, c'est-à-dire qu'on va prélever toute la couche superficielle. Ça peut représenter plusieurs centaines de mètres carrés, et on va les déplacer sur un secteur qui est moins intéressant pour le carrier et qui ne va pas exploiter. Ok. Alors ça fait un peu liste à la Prévert, mais on est vraiment dans la logique de réduction. On est vraiment sur du cas par cas et sur de l'action technique. Un autre sujet sur lequel j'avais aussi travaillé qui était assez intéressant, c'était le champ photovoltaïque, un très grand champ photovoltaïque en région Grand Est, donc qui s'implantait sur une ancienne base de l'OTAN. Donc imaginez une ville fantôme de dizaines de bâtiments qui avaient été utilisés par l'armée américaine, plein d'amiante, mais abandonnés par les humains depuis des dizaines d'années et complètement colonisés par les chauves-souris. Donc là, il y a eu un vrai sujet, puisqu'on croisait les questions environnementales. On était vraiment sur des sources de pollution qui étaient très importantes, liées à l'activité militaire et à la construction des bâtiments, et ce besoin de préserver ces populations de chauves-souris qui s'étaient installées. Donc là, il y a eu, dans le cadre de ce projet, une première étape d'évitement, c'est-à-dire qu'on a identifié et conservé les bâtiments qui accueillaient les populations les plus importantes. Et ensuite, on a construit des nouveaux bâtiments, des clochers à chauves-souris, des équipements complètement neufs, complètement optimisés pour l'accueil des chauves-souris et des différentes espèces de chauves-souris qu'on pouvait trouver sur le site, de façon à pouvoir récupérer un maximum de ces animaux qu'on allait déranger pendant la phase de déconstruction, sachant que la phase de déconstruction a été, là pour le coup, réalisée uniquement en période d'activité des animaux, de façon à ce que, lorsqu'ils étaient dérangés, ils puissent ensuite s'installer dans les clochers à chauves-souris qui avaient été construits
préalablement à la phase de déconstruction, de façon à ce que les animaux puissent tout de suite se rapatrier sur ces secteurs-là. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de, je regarde là rapidement, en termes de gestion. Alors, une mesure que je voudrais évoquer parce que je la trouve intéressante, mais alors elle ne rentre pas dans les cases, hein, ça ne répondrait pas aujourd'hui à ce qu'on appellerait l'évitement et les mesures RC, mais c'était dans le cadre de la construction du TGV Grand Est. Et donc, le TGV Grand Est, donc en Seine-et-Marne, ils avaient besoin de remblais, donc ils creusent un trou à proximité de la future voie et sur l'emprise de la SNCF. Et plutôt que de laisser le trou avec des carpes et uniquement pour quelques pêcheurs, en fait, ils ont fait des îlots au milieu du plan d'eau et très rapidement, il y a une colonie de sternes qui s'est installée sur ces îlots. C'est des choses que vous pouvez voir hein, si vous prenez le TGV aujourd'hui, si vous faites Paris-Strasbourg. Au niveau de la Seine-et-Marne, vous allez comme ça, une zone humide qui a été reconstituée quasiment ex nihilo et qui est aussi très intéressant du coup, pour ces espèces-là, sachant qu'initialement c'était du maïs hein, ou du colza. Donc en termes de biodiversité, on était quand même un peu limité. Alors, on n'est pas vraiment dans l'évitement ni dans la réduction, puisque ces espèces n'étaient pas présentes, hein, les sternes n'étaient pas présentes initialement. Mais c'est des solutions qui sont les projets peuvent parfois créer des opportunités. Et c'est là qu'il faut essayer d'être un peu intelligent et saisir ces opportunités pour augmenter encore la biodiversité au sens large, sachant que cette mesure, pour le coup, là, elle répond vraiment à la logique de non seulement de pas de perte nette de biodiversité, mais en plus d'amélioration et de gain net de biodiversité. Ok, voilà un peu ce que je voulais vous dire pour les exemples. Alors, de manière plus globale, ce qui est intéressant dans les mesures de réduction, c'est en fait de voir la réaction de l'aménageur face à ces mesures de réduction. En fait, l'aménageur, c'est toujours une catastrophe hein, pour lui, la séquence ERC. Alors, le pire, c'est évidemment l'évitement, parce que là, ça lui ampute le projet, ça lui enlève des petits bouts, ça l'oblige à réfléchir, à revoir ses plans. Donc, c'est quelque chose fondamentalement, donc c'est quelque chose de compliqué. Les mesures de réduction, alors, elles ont un avantage, elles vont être moins impactantes quand même pour le projet en lui-même que quand on parle de mesures d'évitement. Elles ont un défaut pour l'aménageur. Hein. D'abord, c'est que ça va être des choses qui vont être complexes et techniques. Et pour le coup, ça ne va pas être sa culture. Hein. Quand on fait du BTP, on n'a pas la culture forcément de la gestion des zones humides. Et donc, il va falloir que l'aménageur intègre ses compétences. Alors, elles vont souvent être externes hein, via des bureaux d'études ou des associations. Mais il va falloir qu'il ait cet esprit un peu ouvert. Et c'est pas forcément très simple. On a un peu un choc des cultures. Ensuite, ça peut, après, très pratiquement aussi, les mesures de réduction, impacter des plannings de chantier, obliger à des réorganisations, impacter aussi dans le temps l'exploitation d'une installation. On parlait des passes à poissons. Une passe à poissons, ça s'entretient. Il faut enlever les embâcles. Des dispositifs de détection d'oiseaux sur les éoliennes, c'est pareil, c'est de l'électronique. Il faut une gestion, il faut un entretien dans le temps. Donc, c'est un coût réel aussi pour l'exploitant. Ceci dit, très souvent, ce qui est intéressant, c'est que les actions de réduction, elles ne remettent pas fondamentalement d'abord le projet en cause. Elles peuvent être généralement mises en œuvre avec les moyens que l'exploitant a déjà. On parlait de translocation d'arbres. Quand ils ont coupé les arbres, ça leur coûtait pas très cher d'en couper quelques-uns, de les déplacer plutôt que de les envoyer à la Syrie. Quand ils faisaient des îlots externes, ça coûtait pas très cher à l'aménageur. Il y avait déjà ces engins qui étaient présents. C'était 2-3 coups de pelle. Et finalement, en termes de coûts, c'était extrêmement faible. On profite aussi créer des passages dans les clôtures de champs photovoltaïques, c'est 3 coups de pince dans un grillage. Hein. En termes de coûts, c'est extrêmement faible. Par contre, en termes de plus-value, ça peut être très intéressant. Et ça peut être aussi très souvent réalisé sur le foncier, déjà hein, maîtrisé par l'aménageur. Je parlais de détrépage et de translocation de pelouse calcaire tout à l'heure. Il ne va pas se fatiguer le carrier, hein, il va utiliser un secteur qu'il n'exploite pas, qu'il n'exploite plus et sur laquelle il va réaliser cette translocation. Donc là, l'avantage des
des mesures de réduction, hein, c'est que même si elles représentent un coût, généralement, il reste limité. On peut utiliser les moyens qui sont d'ores et déjà à disposition de l'aménageur. Et même si effectivement, dans le temps, on aura quand même un coût de gestion. Voilà. Alors, un tout dernier point pour prendre encore plus de recul, à mon sens, sur le sujet, parce que ça, je trouve ça intéressant, c'est que les mesures de réduction, ça crée de l'emploi. Les mesures de réduction, on a besoin de techniques, on a besoin d'experts, on a besoin aussi d'entretien. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est un coût supplémentaire pour un projet. Mais là, on parle de ruissellement beaucoup. Là, on est complètement dans le ruissellement. C'est-à-dire que ça va être des emplois créés, ça va être des naturalistes qui vont aller sur les sites, ça va être des travaux supplémentaires qui vont être réalisés. Donc, c'est des emplois, c'est du travail. Et quand on parle d'experts, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et quand on parle d'exploitation et de vérification de l'efficacité des mesures sur tout le temps de l'exploitation, c'est aussi des emplois qui sont pérennes. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. On a beaucoup, le discours mainstream quand même du monde économique, c'est pas de contraintes environnementales, pas de contraintes environnementales, parce que ça contrarie l'économie. Là, pour le coup, on est à mon sens, dans un paradigme complètement inverse. Hein. C'est qu'au contraire, c'est la contrainte environnementale qui s'exprime de façon réglementaire, qui va créer de l'emploi, qui va créer de l'intelligence et qui va créer du boulot. Il faut le garder en tête. Pardonnez-moi, je ne vais pas essayer de faire trop de pub sur mon activité actuelle, mais effectivement, j'ai créé une société technologique. On équipe des éoliennes de dispositifs de détection d'oiseaux et de chauves-souris en temps réel et on adapte l'exploitation en temps réel, là encore, l'exploitation d'éoliennes, s'il y a présence d'oiseaux, tout ça. Très pratiquement, on va détecter un vautour qui s'approche d'une machine, on va ralentir la machine, on est complètement connecté dessus. Ça se fait évidemment automatiquement, hein, c'est les logiciels qui gèrent tout ça. Et ensuite, on redémarre l'éolienne. On va accompagner l'éolienne tout au long de son exploitation, c'est-à-dire pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ma société, c'est 20 emplois sur un business qui est complètement nouveau, complètement neuf, et on travaille en France, on travaille dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc voilà, et c'est la contrainte réglementaire de protéger les oiseaux qui nous a offert cette opportunité de business. Donc je vous cite un peu mon cas particulier, mais on pourrait le multiplier. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Non. Et puis, c'est vrai que c'est important de montrer aussi que voilà, la préservation de la biodiversité, le développement économique et de projets ne sont pas antinomiques. C'est quelque chose qu'on plaide beaucoup, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et c'est véritablement fondamental. Vous parlez de création d'emplois, mais même sans aller jusqu'à chercher les emplois ailleurs, finalement, la préservation de la biodiversité et l'intégration d'entrée de jeu de cette séquence ERC dans les projets peut aussi bénéficier au maître d'ouvrage du projet en question directement, déjà parce que son projet verra le jour, sans peut-être se faire annuler devant le juge, mais parce qu'en plus de ça, il apportera une réelle plus-value et peut-être que ça pourra aussi avoir des retombées économiques intéressantes derrière, si c'est des projets de logement ou ce genre de choses. Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Viglione, qui, je pense aussi, a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Oui, même un peu trop. Donc, on va être obligé de se cadrer. C'est un sujet passionnant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie à tous les deux de me laisser la tâche, finalement, de trouver de nouvelles choses à dire parce que vous avez été un peu trop complet. Et donc, à mon sens, vous nous avez déjà apporté une grande partie des choses que je pourrais redire avec mes mots, avec mes expériences. Mais ce qu'on pourra noter, je crois, de cette répétition ou de cette autre façon de dire la même chose, c'est qu'il fallait insister sur ces sujets-là et que ce n'est pas anodin que par le droit, par la pratique et par cette expérience d'une vingtaine d'années que je viens vous présenter en quelques minutes seulement, d'où le biais à être vraiment efficace, on a, je pense, un regard croisé là, ici, qui me soulage, moi, particulièrement, d'avoir entendu depuis le départ vous, maître, parler comme ça du contour de cette loi qui fait un peu notre état d'esprit avec Henri Pierre toute la journée, et de se rendre compte qu'aujourd'hui, maintenant, et ce n'était pas le cas hier, on parle avec la même langue,
pour le même objectif. Et on avait le même objectif à un moment, les juristes et les écologues, mais on n'arrivait pas à se rencontrer. Je suis soulagé, je suis rassuré. Et on peut maintenant se dire qu'on va bien travailler avec nos maîtres d'ouvrage, avec tous les interlocuteurs d'un projet économique et de développement, d'aménagement. Et Dieu sait qu'il y a des acteurs cruciaux pour l'équilibre et la réussite d'un projet sur le territoire. Et sur ces sujets-là, bah, écoutez, je ne rappellerai pas le rôle, les responsabilités des bureaux d'études dans cette démarche, éviter, réduire, compenser. Henri Pierre a raconté beaucoup de choses, notamment sur les efforts à prendre en compte finalement cette sensibilité écologique et d'apporter, et le terme clé était l'adaptation. Ce qu'il faut faire comprendre aux maîtres d'ouvrage, celui qui n'a pas compris, beaucoup comprennent, beaucoup ont bien compris depuis longtemps, et ce qu'il reste à convaincre, c'est le travail, c'est l'énergie pour nous de demain, tous ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre voie de toute façon. Et de toute façon, la démarche est très sévère. Et on arrivera au bout du chemin en ayant fait un exercice de démonstration. Le RC, c'est un exercice de démonstration. Voilà une présentation, on va dire, d'introduction de l'univers dans lequel je vadrouille depuis presque 20 ans et dans laquelle je découvre encore aujourd'hui. Et je viens de découvrir un résultat, celui qu'on parle de la même façon, alors qu'on n'a pas les mêmes métiers, les mêmes contraintes, les mêmes référentiels. Enfin, on a les mêmes référentiels, justement. Ouf! Et c'est ça qui nous a mis ensemble dans la même machine et avec le même objectif in fine, de pouvoir soutenir des projets. Et c'est ça qui est important, c'est la recevabilité et surtout l'acceptabilité scientifique d'un projet, qui me paraît essentiel. Et quand je me réveille le matin, finalement, c'est ce à quoi je vais être le plus en fonction de toute la journée. Tout le reste, c'est finalement on va dire, des enjoliveurs de mon métier. Mais mon vrai boulot à moi, c'est de me regarder dans la glace et de savoir si j'ai fait mon taf, sur la régularisation, on va dire, d'une situation qui, de toute façon, s'appelle un impact. Hein, on parle d'impact depuis tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui apporte des effets négatifs. Un impact est rarement positif. On pourra en reparler, c'est un vrai sujet. Ça existe aussi. On peut recréer des choses. Henri Pierre vient de rappeler que certains projets ont donné ensuite, après le projet, aux écosystèmes d'autres itinéraires. Et la résilience écologique est quelque chose de fabuleux et de très difficile à expliquer en quelques secondes. Et c'est tellement de cas particuliers qui ne sont pas généralisables. On ne sait jamais comment un écosystème va réagir, et c'est toujours ça, je dirais, la part de notre mystère dans le métier. L'évitement, écoutez, je dirais toujours pareil, hein, comme tous les autres, le meilleur, c'est celui qui ne fait pas le projet. Hein. Donc, si on part de là, on n'a rien dit. Et étant donné qu'on doit tous assumer que le territoire se développe, on a tous très rapidement compris que ce n'était pas l'évitement, on va dire, en tant qu'adaptation d'un plan masse pour éviter de tout casser, qui était le vrai sujet. Le vrai sujet, il est bien plus avant. Et ça mériterait évidemment, plus qu'un webinaire, ça mériterait de grands échanges entre tous les acteurs de ce territoire, les politiques, les techniciens du territoire évidemment, et les ayants droit, ceux qui y vivent. On a, je pense, en France, des gros progrès à faire par rapport à toute cette planification du territoire. Et je pense que c'est essentiellement là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Les écologues ne sont pas assez intégrés à ces planifications amont, à tous ces documents, à ces schémas directeurs qui font que l'écologie fait partie du système, mais qu'elle est encore dans ces schémas-là très souvent considérée comme une contrainte, alors que c'est un atout et que c'est un allié, et que malheureusement, ils le comprennent trop tard. Donc la politique doit, de ce côté-là, parce qu'elle joue beaucoup, à mon avis, pour nous remettre dans le circuit, un rôle fondamental. Je n'irai pas trop plus loin sur le sujet de l'évitement. Vous avez donné, que ce soit sur la voie juridique ou sur la voie plus technique, des exemples. Éviter, c'est très compliqué aujourd'hui. Par contre, pour finaliser cette rubrique, en tant que praticien de bureau d'études, nous on travaille de plus en plus sur l'éco-conception. Et ça, c'est un sujet, notamment sur le photovoltaïque, qui est un sujet qui est consommateur d'espace naturel, comme tout le monde le sait. Et donc,
extrêmement intéressant pour pouvoir tester de la conception, de l'évitement, on va dire, de conception. C'est-à-dire qu'on ne va pas effectivement, et ça c'est ce que vous disiez Maître tout à l'heure, premier sujet, c'est le secteur de moindre impact écologique. Première démonstration, certes. À partir du moment où on a une zone suffisamment large et suffisamment bien exploitée au niveau de son analyse écologique, à partir de ces éléments conclusifs, évidemment, sur les secteurs de moindre impact, on va pousser le maître d'ouvrage à aller sur des secteurs, évidemment, où il va détruire ou détériorer le moins possible. Donc ça s'appelle l'évitement de conception. On va concevoir quelque chose sur un secteur et on va ensuite, comme l'expliquait Henri Pierre ensuite, travailler sur des fragmentations, on va recréer des corridors internes, ça. Donc ça, c'est un sujet qui évidemment va éviter de tout casser, mais on reste encore pour moi dans la réduction des impacts. On va ne faire que éviter localement, c'est-à-dire qu'on va réduire au final. Voilà, donc ça c'est un sujet qui mériterait là aussi un webinaire. Tous ces items, la réduction, même sujet. On les traces négatives d'un projet, notamment on a beaucoup parlé évidemment, et c'est ce qui déclenche souvent les dossiers de dérogation espèces protégées, de ces espèces protégées justement. Or on oublie que tout un cortège vit derrière l'espèce protégée, qui n'est pas forcément justement réglementé celui-là, mais qui apporte toute la valeur à cet écosystème. Beaucoup d'espèces patrimoniales notamment, parce qu'elles sont en limite d'air, parce qu'elles sont menacées, parce qu'elles sont très rares sur le territoire français ou dans la petite région considérée à l'échelle de la France, elles ne sont que là, elles sont micro-endémiques par exemple, et ces espèces n'ont pas tout un statut d'espèces protégées. Comment on va les prendre en compte, ces espèces, dans des dossiers qui, justement, au niveau donc, de ces dérogations espèces protégées, prennent essentiellement en compte, de façon, je dirais, donc assez administrative, des espèces protégées par la loi française, c'est-à-dire des espèces au niveau national ou régional, protégées par la loi. Eh bien, nous, on travaille, le bureau d'études, de plus en plus sur des notions d'espèces parapluies. C'est-à-dire qu'on va essayer d'exprimer que par les besoins de protection, de prise en compte de certaines espèces qui ont des besoins vitaux, des domaines vitaux, des domaines de vie, qui sont considérés pour nous par des polygones qu'on explicite ensuite avec des besoins, des déplacements, des fonctionnalités. On essaie de mettre derrière ces espèces à grand spectre d'activité ou d'alimentation, par exemple, ou de reproduction, des espèces derrière qui vont être protégées de fait par ces espèces-là. Et c'est sur ça qu'on travaille le plus aujourd'hui pour essayer d'éviter personne, j'ai envie de vous dire. Parce que beaucoup d'espèces, quand elles ne sont pas protégées, pourraient être laissées pour compte. Et ça serait évidemment, comme on le dit ensuite, tous les naturalistes, les espèces protégées de demain. Et on veut éviter ce genre de situation. Donc voilà, je ne vais pas développer sur la réduction et toutes les difficultés que les bureaux d'études pourraient exprimer sur ce sujet-là. Il est évident que je peux vous donner quand même un sujet, vous le disiez tout à l'heure, Roxane, sur les aspects, on va dire, sémantique. Beaucoup de bureaux d'études encore ont du mal à considérer, à faire la différence entre une compensation, une réduction, un accompagnement de l'impact. Ce sont des sujets effectivement qui sont pointés du doigt aujourd'hui. Il suffit d'aller dans les DREAL ou au CNPN pour savoir que pas tout le monde est déjà d'accord sur ces notions-là et sur les implications finalement de nos mesures par rapport à la réduction, à l'accompagnement ou à la compensation d'un impact. Il y a une chose qui est certaine, c'est que beaucoup d'expérimentation est nécessaire dans nos bureaux d'études. On est au tout début d'une aventure. On a trop tardé et la loi de 76 nous a fait incuber finalement dans toutes ces problématiques. Mais la loi de 2016, elle, nous a mis dans le cadre, nous a obligés à sortir de la zone de confort. Et c'est tard, parce que c'était il y a 3-4 ans. Donc, je veux dire, on a une inexpérience encore dans le domaine qui démontre qu'aujourd'hui, on est dans l'expérimental sur beaucoup de sujets. Donc, comment mettre en réduction quelque chose qui est prédictif, quelque chose qui est très aléatoire dans le résultat scientifique. Donc, il faut aussi se méfier de certaines mesures. C'est ça que je voulais dire peut-être sur ce sujet. Et je prends ma part de responsabilité, travaillant dans ce domaine de la proposition de réduction d'impact à mes maîtres d'ouvrage, que certaines mesures sont suffisamment, on va dire, fragiles scientifiquement, assez peu éprouvées encore, pour être réellement considérées comme des mesures de réduction. Et ces mesures expérimentales, nous, à ECOMED, on les met systématiquement en accompagnement de l'impact.
C'est-à-dire qu'on ne les met pas dans la réduction, dans la boucle ER, mais on la rajoute à des rubriques qui sont des accompagnements de l'impact. C'est assez important parce qu'il y a une forme d'éthique qu'il faut que nous maintenions dans nos métiers d'accompagnement de l'impact d'un projet d'un maître d'ouvrage. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à mon avis. Quand on n'est pas sûr de nous, quand elle n'a pas été éprouvée, cette mesure, mettons-la dans une rubrique et essayons de garder à l'esprit que les impacts résiduels, dans cette comptabilité finalement qui amène à l'effacement de l'impact, si on y arrive, ces mesures-là sont encore suffisamment incertaines pour pouvoir participer de cette réduction directe. Voilà, je voulais vous le dire. Compensation, ça fait 15 ans qu'on dit que la meilleure compensation, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, je reprends aussi ces histoires que tout le monde a entendues dans nos réseaux. J'ai envie de vous dire que aujourd'hui, la loi de 2016, donc bien des années plus tard, nous donne plutôt d'abord un confort supplémentaire sur la compensation, qui était effectivement, et je l'ai entendu tout à l'heure, un aveu d'échec, et je considère qu'il continue de l'être, mais toute une boîte à outils méthodologique pour pouvoir aujourd'hui installer de la véritable compensation durable, soutenable sur le territoire. C'était évidemment, avant 2016, très compliqué d'arriver à ces objectifs de réussite d'une compensation. Une compensation ne sera jamais réussie, puisque évidemment, elle ne devrait pas être. Mais notre obligation, c'est de la porter et de la rendre la plus efficace possible dans les objectifs qui ont été rappelés tout à l'heure, que je rappelle ici, bien évidemment d'équivalence. Il faut bien sûr retrouver ailleurs ce que j'ai détruit ici, mais la plus-value est certainement ce qui a le plus changé dans la loi et ce qui aujourd'hui nous pousse à davantage de démonstrations. Aujourd'hui, on est obligé, effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, d'être sûr que dans le terrain qu'on va compenser, il y a au moins la même chose. Et en tout cas, qu'on soit capable de le démontrer scientifiquement. Donc, les inventaires de cette zone-là, s'ils ne sont pas faits, il n'y a aucun sens parce que c'est un chèque en blanc. Et donc, ça montre le travail des bureaux d'études et ça rejoint aussi une autre idée qu'Henri-Pierre, tu transmettais tout à l'heure, à savoir que nos métiers aujourd'hui sont des métiers de plus en plus, évidemment, coûteux aux yeux de nos maîtres d'ouvrage, puisqu'on est de plus en plus présent pour la recevabilité et l'acceptabilité de leurs projets. Donc, ces budgets, évidemment, d'expertise écologique sont de plus en plus, évidemment, lourds à porter parce qu'au bout du chemin, la question qui est posée, c'est est-ce que, évidemment, déjà, vous avez pu me démontrer que vous n'aviez pas de meilleurs projets. Donc là, on en a parlé, avec notamment le choix de la zone d'implantation et la justification à être sûr de se mettre à cet endroit-là, dans cette tourbière, dans cette garrigue remplie d'espèces protégées. Il n'y avait pas d'autre endroit, vous êtes sûr. Cette démonstration-là est très importante et elle est fondamentale. Et elle coûte aujourd'hui la vie à beaucoup de projets qui ne sont pas capables de répondre à cette première question clé. Et la deuxième, c'est l'intérêt public majeur. Pourquoi est-ce que je fais ce projet? À qui il va servir dans ce territoire, dans cette population, quel est cet intérêt collectif à faire ce projet? Et cette deuxième question également est une impasse pour beaucoup de maîtres d'ouvrage dont les projets ont un caractère souvent très privé et très personnel finalement, il n'est pas très collectif. Et ça, évidemment, ça coupe la tête à beaucoup de projets. Et on arrive, nous, les écologues, dans ce troisième, je dirais, chapitre, sur l'état de conservation qui doit, à la fin du projet, être totalement, on va dire, maintenu. Et s'il n'est pas maintenu, s'il est compensé, il faut apporter dans les années qui vont faire dérouler ces contreparties, cette compensation écologique, toutes les conditions scientifiques et techniques permettant de maintenir ailleurs ce que j'ai détérioré ou détruit ici. Et ça, c'est la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on l'entendait déjà dans la loi de 76. On a été, nous, les précurseurs, on va dire, puisque nos métiers sont très récents, on est né dans ce bain de la loi de 76 qui nous disait de compenser si possible. C'était très, très indicatif, mais c'était aussi parce qu'on se mordait la langue chaque fois qu'on arrivait à la compensation. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a plus le droit à l'erreur dans un dossier, tout est sous tension. Je vous garantis que travailler dans un dossier de dérogation espèces protégées pour un bureau d'études, c'est terriblement éprouvant. Pour un maître d'ouvrage, je peux comprendre que ça le soit encore plus.
Et au final, et Henri-Pierre, tu l'as dit, le nerf de la guerre, c'est effectivement la confiance qu'on nous accorde, les moyens qu'on va nous permettre d'obtenir pour dérouler cette démonstration qu'on peut arriver à intégrer. On peut arriver à prendre en compte énormément de sensibilité écologique. On peut arriver aujourd'hui, par la biotechnologie, par énormément d'efforts qu'on a mis en œuvre sur le génie écologique, sur le génie de la restauration. Sauf qu'aujourd'hui encore, j'insiste, on est dans un pari sur l'avenir. On est sur un pari parce qu'on est encore des apprentis sorciers sur un certain nombre de sujets. Que c'est grave. Je vais me permettre de jouer le rôle du méchant modérateur et d'intervenir là-dessus pour conclure un petit peu rapidement, mais finalement, parce qu'on a quand même pas mal de questions qui sont posées là sur le chat, et il y en a une qui me semble, pour le coup, faire une transition parfaite avec ce que vous disiez. Donc, je comprends qu'il y a pas mal de difficultés du côté des bureaux d'études, notamment des méthodologies qui ne sont pas forcément très bien assises. Et la question est, comment peut-on garantir l'indépendance et l'impartialité des acteurs dans la séquence ERC et notamment compenser et notamment dans son suivi? Donc typiquement, les méthodologies des bureaux d'études, des écologues qui sont pas du tout normés aujourd'hui. Est-ce que faire appel à des experts indépendants comme des experts fonciers ou forestiers ne serait-il pas une piste? Cette profession de structure ordinale est réglementée sur ces deux points, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Mais qu'elle est fondamentale et que l'indépendance de l'expert aujourd'hui, ça part de là, je crois, notre sujet, parce que je rappelle de façon un peu fruste à tout le monde que nous sommes quand même payés par celui qui veut son projet. Et c'est fondamental que tout le monde, j'espère, se pose la même question que moi ou que vous, à savoir comment peut-on rester indépendant à partir du moment où on nous paye pour apporter des résultats qui théoriquement intéressent celui qui nous paye. Donc je ne remettrai pas le couteau dans la plaie et je dirais juste qu'aujourd'hui, je suis né dans ce monde où il faut apporter des solutions à celui qui nous les demande en nous payant. La seule solution pour moi qui permet de s'en sortir dans l'indépendance, dans la clarté, la fiabilité de nos méthodes, c'est justement de maîtriser ce sujet méthodologique, c'est-à-dire d'avoir inventé un certain nombre de sujets, d'avoir eu le courage professionnel de tenter. Mais pour tenter, encore une fois, il faut être au moins deux. C'est-à-dire qu'il faut être celui qui tente, mais il faut être celui qui nous donne les moyens de tenter. Et ce duo, ce tandem avec le maître d'ouvrage, en 20-30 ans, a totalement évolué. Aujourd'hui, nous, on est capable de rentrer dans des dimensions beaucoup plus assurées en matière de protocole et on apporte des résultats extrêmement fiables à ces demandes de l'État, parce que c'est l'État qui cadre tout ça, évidemment. Madame Lepage, on est ravis que vous puissiez nous rejoindre. Mais j'ai tout écouté. Je me suis mise en silencieux parce que d'abord c'est pour le son. Et puis deuxièmement parce que j'apprenais, donc j'étais très contente et merci beaucoup, c'était passionnant. Non, je voulais dire à Monsieur Viglione que c'est une question que nous nous posons, même si nous sommes une profession réglementée. Je dirais que nous, en ce qui nous concerne, on la répond de deux manières. La première, c'est en refusant les dossiers dont on ne peut pas. Voilà, ça c'est la première méthode, elle est assez efficace. C'est-à-dire que nous considérons qu'il y a des choses sur lesquelles notre cabinet ne met pas son nom, donc c'est non. Voilà. Et puis deuxièmement, en ayant une éthique extrêmement rigoureuse qui est connue dès le départ. Donc les gens qui viennent nous voir, ils savent que nous allons les accompagner, que nous ferons le maximum pour eux, mais avec notre éthique. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Eh bien, on se sépare, bons amis, et puis basta. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet majeur et que dans les temps qui viennent, ou en particulier sur vos sujets, j'ai été très attentive et je pense que vous l'avez été aussi, puis je me tais pour qu'il y ait les questions qui puissent être posées. L'autorité des marchés financiers, au mois de mars 2020, comme vous l'avez vu, commençait à dire que le greenwashing en matière de biodiversité, ça commençait à bien faire. Et quand on avait des affirmations, on pourrait dire des allégations environnementales dans des documents extra-financiers, on les prouvait ou sinon on ne les mettait pas. Voilà, donc je veux par là que ceux qui, comme vous, Monsieur Viglione, Monsieur, je connais moins, mais Henri-Pierre Roche, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, je sais que c'est votre équipe aussi et que et c'est la nôtre et je pense que
c'est nous qui sommes les plus rigoureux qui finirons par avoir raison parce que ça n'aura aucun intérêt d'aller se faire une étude par un type qui vous écrira ce qu'il a envie que vous écriviez, ça se sait. Hein. Et l'administration le sait. Voilà. Et donc, et l'autorité des marchés financiers le saura aussi. Voilà, juste ce que je voulais rajouter. Si je peux peut-être aussi juste ajouter effectivement un mot là-dessus, et notamment en termes d'éthique. Nous, on fournit donc des dispositifs technologiques permettant de réduire un impact. Et ben on s'interdit de faire des études d'impact, c'est-à-dire de venir en amont. Et on estime qu'on ne peut pas être jugé parti, on ne peut pas identifier un problème et dire qu'en plus on a la solution. Donc on ne peut pas pousser, puisque l'étude d'impact, son objectif, ça va être quand même de dire que le projet a priori est possible sous telle et telle condition. On peut pas, donc on refuse effectivement ce genre de travail et on se focalise nous sur notre solution qui est évaluée d'ailleurs par des tiers neutres, qui ne dépendent pas de nous, de façon à ce qu'effectivement en termes d'éthique il n'y ait aucune question. Et c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait étendre à la séquence ERC, parce que c'est vrai que parfois on est quand même dans des logiques un peu particulières où on a un bureau d'études qui va faire l'étude, identifier le problème, vous proposez la solution et en plus vous proposez tout le packaging de mesures compensatoires derrière. Donc clairement, la biodiversité, ça devient un business. Hein, il faut mettre les mots sur les choses, qui va peut-être avoir besoin d'être un peu organisé, effectivement, en termes d'éthique. Il doit y avoir des séparations, il doit y avoir en tout cas, dérouler le panel de mesures et se garantir des revenus pendant 20 ans, ça peut être très intéressant économiquement, mais ça, effectivement, ça nuit à l'objectivité de l'approche et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, autre question, mais qui rejoint un petit peu aussi celle de l'éthique, parce qu'elle est pas mal posée, la question de l'éthique des bureaux d'études et des écologues qui accompagnent les porteurs de projets, mais question sur la place des élus locaux dans ces processus. Alors, j'imagine d'ailleurs surtout dans la séquence évitement, donc élus locaux qui connaissent a priori leur territoire, qui ont aussi peut-être fait même leurs propres études au stade du PLU. Est-ce que finalement ils ont leur place? Voilà, c'est une question qui est posée. Est-ce qu'ils ont leur place dans ces études, dans la concrétisation, dans l'imagination de ces mesures? Avec vous. Qui commence? On a tous des choses à dire. Ouais, non, mais évidemment, enfin, je prends la parole à Julien, mais bien sûr, évidemment, et Julien disait très bien, la première pierre, c'est la planification. C'est la planification territoriale. C'est que veulent les habitants d'un territoire et comment ils organisent leur territoire et que sont-ils prêts à accepter. Tout aménagement a un impact, hein, mais même le castor a un impact quand il fait un barrage. Donc, il faut aussi se détendre un peu par rapport à ça. Mais tout aménagement a un impact, il faut être capable de l'anticiper, il faut l'assumer, il faut s'armer, ou en tout cas, il faut répondre ensuite au niveau réglementaire pour qu'effectivement, globalement, la biodiversité elle soit préservée et améliorée. Et la première pierre, c'est les élus locaux. Oui. Julien, toi qui es aux prises avec ça tous les jours. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais de façon très candide voir mon maître d'ouvrage. Après, vous verrez si je suis si candide, on verra. Et je lui demande, est-ce que votre maire vous soutient dans cette démarche? Moi, c'est mon premier avis, c'est si vraiment j'ai pas mon élu local avec moi, je dis et encore plus s'il est contre ce projet, là, je parle de suicide, je parle de perte de temps, ce que vous voulez, parce que je pense que quand même, nous, on est des invités perpétuels du territoire. Moi, j'habite à Marseille, moi je suis marseillais, donc là je suis moins invité si j'ai un sujet à côté de Marseille ou dans mes calanques. Il n'y en a pas beaucoup des sujets dans les calanques de transformation, en tout cas heureusement. On connaît le statut des calanques. Et si par contre je suis dans une petite commune où je suis un invité, eh ben, j'aimerais voilà, effectivement que celui qui m'invite, il soit partie prenante. Et donc, pour moi, c'est fondamental cette énergie et cette garantie qu'apporte je dirais, le garant du territoire, le chef du territoire, c'est le maire. Et moi, le maire, pour moi, c'est un élément clé de la réussite d'un projet. Alors moi, je veux compléter la réponse et puis je pense qu'on devra malheureusement terminer là-dessus. Mais même réflexe du côté des avocats, on regarde le PLU, la commune, et puis évidemment ce qui se passe au-dessus, Scott, SCAE et compagnie. Et c'est à partir de là que tout commence parce que c'est véritablement dans les documents de planification
qu'on a l'état initial de base pour la déclinaison de la séquence ERC, à commencer par l'évitement. Madame, est-ce que vous souhaitez faire un petit mot de conclusion sur ce webinaire? D'abord, vous en féliciter parce qu'il était de grande qualité. Merci à Henri-Pierre Roche, à Julien Viglione et à vous, Roxane Sagiloli. Merci à tous nos participants. Je regrette qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions, mais c'était tellement intéressant qu'on était suspendus, mesdames et messieurs, à vos lèvres. Je rappelle que ce webinaire a été filmé, qu'il sera donc disponible sur notre chaîne YouTube, que nous allons envoyer à chacun des participants et des auditeurs le lien avec la chaîne YouTube, donc il pourra lui-même le diffuser dans ses réseaux. Que ceux qui l'acceptent veuillent bien remplir le questionnaire de satisfaction qui nous aide à essayer de faire mieux la prochaine fois. Et vous dire que nous aurons notre 3e webinaire consacré à la question de la biodiversité, mais sous un angle un peu différent, qui est celui des sols pollués et de la reconquête des territoires. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine. C'est notre consoeur Raphaël Janel qui l'animera. Nous aurons notamment le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Vesseron, que beaucoup connaissent, hein, qui était le patron du BRGM, qui a été il y a 25 ans en DPPR, au ministère de l'écologie, et 2 autres participants. Et je ne doute pas que ce sera absolument passionnant. Merci de votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Hop. Moi, j'arrive pas à quitter la réunion. Ouais, moi, je suis encore avec vous. Ah, c'est Gérard qu'on voit. Et oui, je vous vois, je vous vois. Je pense que c'est coupé. Oui, bon, je pense. Oui. Bon, en tout cas, c'était très plaisant. C'est intéressant, hein, Ah, magnifique ce genre de sujet. Oh. Je pense que c'est toujours en cours. On va couper. On coupera.